Donc, d'accord. Donc, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que votre début de semaine se passe bien, pour ne pas dire c'est bien passé. Donc, bienvenue à vous. Et conformément donc à notre programme aujourd'hui, on a parlé de la santé et sécurité autour donc du forage et du dynamitage. Mais avant ça, je crois que nous sommes déjà à thème. Il ne nous reste qu'une seule séance, je pense. On a parcouru quand même beaucoup de programmes. Est-ce que de façon générale, il y a des questions d'ordre général qui peut-être... Merci de... Bon, je vais faire en même temps. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'ordre général, voilà, sur déjà le programme dans son ensemble ou encore des questions même sur le contenu même des cours, incompréhension, avant donc de commencer le module d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il est 19h02. Donc, on peut gratter encore 5 à 10 minutes. Madame Jigma, son micro ouvert, nous écoutons sinon. Oui, oui, effectivement. Je ne suis pas en présentiel, mais j'aimerais poser une question. Bon, je ne sais pas si c'est une question. C'est une question. OK. En fait, le cours, moi, j'ai bien compris les cours depuis le début là, jusqu'à là. Maintenant, c'est la question pratique même de la documentation qui est mon problème. Allez-y. Voilà. Donc, jusque-là, je ne sais pas comment les documents, comment est-ce qu'il faut les faire. Donc, je ne sais pas trop. D'accord. C'est tout? Voilà, c'était ça. C'est ma préoccupation qui est là. Merci, Madame Jigma. Vous aurez votre réponse. OK, merci. Donc, on peut soit évoluer par box to box, c'est-à-dire Madame Jigma pose sa question, je réponds, ainsi de suite. Sinon, on peut grouper aussi les questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sinon? Donc, pour Allô, Madame Jigma. monsieur Bado? Allez-y, Monsieur Kwasi. Oui, vous avez dit qu'on devait corriger les espaces que c'est déjà fait. Non, on ne l'a pas corrigé parce que les séances qui ont suivi après l'analyse des tâches sécuritaires, on faisait du 2 en 1, voire même du 3 en 1. Donc, deux modules pour une même séance, chose qui n'est pas facile. Parce qu'on a voulu concentrer, comme je l'avais dit précédemment, le maximum pour qu'on sortir les 1 mois de formation. N'importe quel site où vous serez au moins, soyez habilité à pouvoir mettre tout ce que vous avez appris là en pratique. Sinon, ce sont des modules déjà de 4 heures. Donc, on fait déjà avec les superviseurs. Mais si vous avez deux modules, c'est-à-dire 8 heures en 2 heures, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu traiter les exercices. Mais le jeudi, on termine avec la typologie et la gestion des déchets. Il y aura aussi un exercice qu'on va traiter directement. Après ça, on pourra même convenir peut-être de faire une séance afin de faire une question de généralité, tout, exercice, tout. Très bien, merci. Dans l'ensemble, hein, ça c'est vraiment, personnellement, ces cours m'ont fait beaucoup de bien à côté de mes faits et je relis les cours, tout ça. Je revois les vidéos. En tout cas, sincèrement, je peux dire que c'est un ouf de soulagement pour moi, quoi. Voilà. Donc, vraiment, merci et surtout attentif. Merci, M. Kwasi. Sinon, pour Mme Jigma, Mme Jigma veut savoir comment, à son niveau déjà, peut mettre en pratique, voilà, ou du moins, elle n'arrive pas à percevoir là, voilà, cette pratique-là de cette formation. Donc, il faut dire que déjà, comme on l'avait dit d'entrée de jeu, c'est un domaine. Le domaine, c'est le QHSE. Donc, vous dire qu'on a appelé déjà à implémenter tout ce qu'on a appris sur un site. Donc, naturellement, pour ceux déjà qui ne sont pas sur un site, c'est difficile déjà de percevoir ce côté pratique-là. Sinon, mais au sortir déjà de cette formation, ou encore si vous êtes déjà sur un terrain,
vous savez directement que si on vous récupère en tant que HSE déjà sur un site, votre premier rôle, par le premier module qu'on a vu, rôle et la responsabilité de l'agent HSE, c'est de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs. Travailler de sorte à ce que l'équipement, bien matériel de l'entreprise soit en sécurité et veiller à ce que les activités même de l'entreprise n'aient pas un impact sur l'environnement. Comment ce rôle-là déjà va se percevoir? Ça va se percevoir beaucoup plus à travers les enjeux. Qu'est-ce que l'employeur gagne lorsqu'il met en place un système de management, soit santé, sécurité ou environnement? Qu'est-ce que l'employeur lui-même pour qui on a mis en place là gagne? Et qu'est-ce que le HSE aussi doit gagner? Et comment ce rôle-là va plus se percevoir naturellement? Le HSE, vous, en tant que HSE sur le site, la première des choses que vous allez mettre en place ce qu'on appelle l'induction. L'induction soit pour les nouveaux travailleurs, visiteurs, personnes qui viennent en immersion, tout et tout. Ça, ce sont les choses pratiques. On vous a donné déjà un contenu de l'induction, un modèle de fiche d'évaluation, le contenu qu'il faut avoir dans un support d'induction. Donc, pour dire que c'est à vous de pouvoir adapter déjà votre environnement déjà et proposer un support pour faire l'induction. Deuxièmement, on vous a dit déjà pour pouvoir maintenir déjà tous ces éléments-là, après même l'induction, déjà que la réglementation impose à l'employeur déjà de identifier tout ce qui est comme danger et risque, de mettre en place un plan de prévention qui sera consigné dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, après tout cela, il va mettre à disposition les équipements de protection, que ce soit collectifs et individuels. Mais tout ça sera accentué par la sensibilisation. Lesquelles sensibilisations seront démontrées par les cadres de sécurité, minutes de sécurité qu'on a vu. On a vu des exemples. On vous a envoyé encore un support avec plus de, je ne sais plus, 50 thèmes, tout et tout. Donc, voici des éléments très pratiques. Les EPI, qu'est-ce que c'est? Les EPC, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les utilités? Comment les utiliser avec des démonstrations pratiques? On vous a mis en place des fiches d'inspection des différents EPI, des fiches d'inspection directe des différents outils que vous pourrez utiliser. Parce que je l'avais dit précédemment, pour pouvoir, dans une entreprise, comment mieux évoluer, déjà, il faut pouvoir structurer. Donc, après le cadre de sécurité, on a beaucoup plus parlé de quoi? De l'analyse des tâches sécuritaires. Parce qu'on a vu que le lieu de travail, c'est l'ensemble de lieux de l'implantation des postes de travail. Par contre, le poste de travail, c'est là où on a amené à exercer ce pour quoi on a été recruté. Donc, dans le poste de travail, on fait les tâches. Et parmi ces tâches-là, si on veut se conformer à ce que Pareto nous dit, 20% entraîne 80% de dommages, on va se concentrer sur les tâches les plus critiques. C'est-à-dire les tâches qui, si elles sont négligées, peuvent entraîner plus de 80% de dommages. Pour ces tâches-là, on va mettre une analyse sécurité pour accompagner l'exécution de ces tâches-là. Donc, naturellement, vous avez vu plusieurs outils pour pouvoir évaluer ces tâches-là. On a vu l'APD, on a vu l'AMDEC, on a vu aussi le JHA, le Job Hazard Analysis ou encore le Job Safety Analysis. Ce sont des outils pratiques. Accompagner ça des modèles aussi de permis. La plupart des tâches critiques, permis de travail, en excavation, hauteur, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses assez pratiques qu'on met à votre disposition. Et on avait dit encore pour mieux accentuer déjà votre analyse pour qu'elle soit beaucoup plus large sur plusieurs angles. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait tenir compte d'une analyse globale, c'est-à-dire en se référant aux 5 M, c'est-à-dire la main d'œuvre. Quels sont les éléments que je vais mettre dans la main d'œuvre pour que mon analyse soit beaucoup plus complète? J'ai déjà que la main d'œuvre déjà soit conforme. Comment la main d'œuvre sera conforme? Il faut que je m'arrange à ce que la main d'œuvre déjà, je vérifie déjà si elle n'a pas bu, si elle a fait l'induction, si la main d'œuvre est comment je vais dire ça, toute cette habilitation-là pour pouvoir faire ce pourquoi on l'a appelé. Je regarde au niveau du matériel, comment inspecter le matériel. Dans le support de la clé, vous avez eu plus d'une, je ne sais pas, 43, plus de, je sais pas, plus de 50 même encore équipements avec les checklists. Le milieu, vous allez tenir compte déjà du milieu dans lequel le travail va se faire, l'exempter déjà de tout ce qui est comme risque potentiel. Ensuite, les méthodes, ça sera quoi? Le cadre de sécurité, les différents permis. Donc, en gros, voici en soi des éléments pratiques. Vous dites qu'au sortir de là, dès que vous arrivez dans un environnement, c'est par ces éléments-là qu'il faut passer déjà pour montrer que vous êtes HSE.
On a vu la lutte contre l'incendie, ce qu'on appelle l'incendie, le début de feu, c'est quoi? Quels sont les éléments pratiques pour lutter contre les débuts de feu, notamment aussi pour lutter aussi contre les incendies? Démonstration aussi avec l'utilisation de l'extincteur. On a terminé aussi avec le port du harnais, comment vous pouvez porter un harnais. Donc, tout simplement pour dire que quand on dit cette formation se veut pratique, ce n'est pas forcément dans les autres domaines où, par exemple, si je veux être, par exemple, un infirmier, il faut qu'on m'apprenne à piquer des gens. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est l'ensemble des éléments qui va nous permettre d'être beaucoup plus pratique sur le terrain. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Donc, vous allez terminer jeudi peut-être avec la typologie et la gestion des déchets, contenu très valorisant qui, de façon pratique en environnement, vous saurez que si j'arrive dans une entreprise, comment je peux faire une étude technico-économique, partant même de ce qui existe, proposer ce que j'ai pour créer une plus-value afin de voir les déchets comme un déchet déjà qu'on ne peut plus utiliser, et voir les déchets aussi comme d'autres éléments aussi qu'on peut valoriser pour créer aussi d'autres sources de revenus à l'entreprise. Donc, voici un peu des éléments de réponse pour Madame Jigma Zara. C'est bon. C'est bon, Monsieur Bado. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Des questions? Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions, tout et tout? Avant qu'on ne débute, 19h13, je peux encore rater 1 minute, sinon on va commencer. Koulibaly Kassoum, M. Kwasi, Zara Digma, Mamadi Saïdou. Sinon, s'il n'y a pas de questions, c'est la même procédure. À n'importe quel moment, s'il y a des questions, interrompez, levez la main, ouvrez votre micro, posez votre question. Donc, aujourd'hui, on verra la santé et sécurité des opérations de forage et dynamitage. Le but de cette formation, ce n'est pas de faire de nous des foreurs, non. Ce n'est pas de faire de nous des dynamiteurs, non. C'est que, au sortir de la formation, là, on puisse avoir des éléments pratiques, des éléments pour pouvoir encadrer même une activité de forage. À partir même plutôt par savoir ce que c'est le forage. Quels sont les différents types de forage qui existent? Quels sont les éléments que je dois regarder quand on sait que mon rôle en tant qu'HSE, c'est de veiller la santé et sécurité bien matérielle et l'environnement. Donc, c'est de pouvoir coordonner une activité de forage. Le dynamitage aussi, ce n'est pas de faire de nous des dynamiteurs, non, mais c'est de nous donner les rudiments nécessaires pour pouvoir accompagner l'opération de dynamitage. Donc, le HSE, c'est l'élément le plus polyvalent qui peut travailler dans n'importe quel type de domaine. Donc, et je rappelle aussi que vous aurez une attestation sur ce support. Donc, vous dites que vous devrez aussi avoir beaucoup d'attention par rapport donc au contenu. Parce que qui dit attestation, ça sous-entend que déjà vous avez suivi une formation dans ce domaine plus spécifique. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'entrée de jeu? Sinon, on va commencer. Donc, c'est 2 en 1 encore, je rappelle. Ce n'est pas facile pour 2 heures. Donc, c'est 2 supports. On va essayer de concentrer le maximum pour espérer finir à 21 heures. Donc, pour vous, le forage, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de forage, qu'est-ce que c'est? Forage. Donc, pour Madame Viviane, le forage, c'est où on peut avoir l'eau, tout simplement. Sinon, pour vous autres, le forage, qu'est-ce que c'est? Oui, allô? Allez-y. Ouais, bon, le forage, c'est toute technique qui consiste à introduire un appareil dans le sol pour extraire un liquide. C'est hydraté, quoi. Il peut y avoir un forage d'eau, il peut y avoir un forage de pétrole, de gaz, voilà. Avec un trépan, par exemple, dans ce conseil de gaz, tout ça. Donc, c'est toute technique qui permet d'extraire un liquide depuis le sol, quoi. Merci.
Ouais, tu veux dire le sous-sol, si vous voulez. Tu veux dire ainsi. Ok, merci, Monsieur Kwasi. Très, très bien résumé. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, naturellement, le forage, c'est toute action qui permet de forer. Donc, forer, déjà, c'est l'action de percer, de faire des trous. Maintenant, pour répondre à quel objectif? Donc, là, ça va nous permettre déjà de comprendre déjà les différents types de forage qu'on peut avoir. Est-ce qu'on veut percer un trou déjà pour retirer de l'eau? Dans ce cas, on va parler peut-être de forage hydraulique. Est-ce qu'on veut, comment je vais dire ça, percer un trou pour pouvoir faire une étude des différentes couches qui sont contenues dans le sous-sol, que ce soit la prospection géologique, tout et tout. Donc, ensuite, est-ce qu'on va fourrer, faire des trous pour pouvoir aussi dynamiter? Donc, c'est en fonction déjà de l'objectif déjà qu'on va accompagner déjà l'activité donc de forage. Donc, pour forer, naturellement, il faut une machine qu'on appelle une foreuse. Donc, une foreuse, donc, c'est un engin qui sert à percer des trous dans la matière, dans le roc, même dans la matière. Par contre, le forage, c'est ce qu'on a dit, donc c'est l'action de faire un trou. Donc, et tout va dépendre. Forage d'installation de piézomètre. Donc, tout dépend donc de l'objectif. Est-ce que c'est l'eau on veut? Ici, quand on parle de piézomètre, il faut savoir que sur les mines, déjà, il y a ce qu'on appelle le bassin. Voilà, le bassin donc de rétention. C'est-à-dire, après amalgamation, lorsque la matière première passe par les bandes, ça va atteindre le silo, après le broyage, tout et tout. Donc, on va faire l'amalgamation déjà de la matière première partant même de soit du cyanure, tout et tout. Donc, cette quantité de cyanure qui va rester, on ne la jette pas dans la nature. Donc, on prend une très grande superficie, on va mettre une géomembrane là-dessus et on va contenir. Maintenant, tout va dépendre des différentes mines. Il y a des mines qui vont passer par décantation, repomper encore cette même eau-là qui contient le cyanure pour pouvoir encore refaire le traitement. Donc, sur ces bassins-là, on fait ce qu'on appelle la surveillance et le suivi environnemental. Quand on sait qu'en environnement, on a toujours cette responsabilité-là de veiller sur l'environnement, en travaillant de sorte à ce que notre activité n'ait pas un impact sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on les recommande de faire? Pour faire cette activité de suivi et de surveillance circonscrite dans le PGS, ils sont obligés de faire des petits puits. Et ce sont ces petits puits-là qu'on va appeler piézomètres. Donc, naturellement, à une certaine fréquence, tout dépend du planning qui existe donc dans chaque mine, donc dans chaque structure, à une fréquence soit par semaine, par mois. Ils vont venir puiser les quantités de ces eaux-là pour analyser, pour rechercher certains débris ou encore métaux lourds. Donc, si déjà ces tests-là sont positifs, ils se disent attention, apparemment, la nappe phréatique même de la zone est polluée. Si elle est polluée, ils savent que soit la géomembrane a un problème, et c'est comme cela qu'ils arrivent à remédier. Donc, à part ça, on a plusieurs autres points de forage. Tant qu'on a une action déjà de pouvoir faire un trou et d'extrait, on appelle ça donc forage. Et comme M. Kwasi l'a dit, lui qui est dans le domaine pétrolier, donc le forage même aussi intervient aussi dans le domaine pétrolier. Alors que le sondage, donc c'est un trou destiné à étudier le sous-sol, donc on va puiser des carottes au sous-sol. Donc, pour créer une mine, il faut faire une étude géotechnique. L'étude géotechnique va permettre de sonder les ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens, mais on va fourrer pour enlever des carottes. Et ce sont ces carottes-là qui vont nous montrer une succession de minéraux. Et par contre, il y a des minéraux déjà avec la géochimie qui vont nous permettre de dire attention, il y a des possibilités d'avoir de l'eau ici. Donc, lorsqu'on finit de faire ça, on va dire, OK, donc, tout cet affleurement rocher qu'on a là, on espère avoir telle réserve d'eau exploitable. Donc, c'est ce qui va faciliter ou encore même accentuer même l'exploitation même du milieu ou encore l'ouverture même. Donc, le sondage le plus long, tout ça, c'est pas on va revenir. Donc, la foration, donc, ça sera naturellement l'action de faire des trous, que ce soit sondage ou encore forage. Donc, on a trois types de forage, comme on l'avait dit, dans le but donc d'installer une fontaine, c'est-à-dire à la maison de l'eau, pour notre champ, etc., pour prélever des échantillons, c'est-à-dire pour faire soit un sondage, une étude. Et enfin, donc, pour effectuer donc, un dynamitage. Quand on va voir le dynamitage, c'est-à-dire on a un affleurement rocheux. Comment récupérer donc ce minerai-là? On est obligé donc de faire des trous
et ensuite de dynamiter, mettre des bombes là-dedans pour pouvoir dynamiter. Ensuite, on va venir ramasser maintenant ces morceaux maintenant de pierre, de roche là, pour ensuite poursuivre notre chaîne donc, de production afin de pouvoir extraire. Pour ceux qui sont en ligne, j'espère que vous me recevez. Si la voix est faible, signalez. Voilà. Alors, donc, naturellement, si on parle donc de forage, c'est qu'il y a des différents types d'équipements. Donc, comme je le rappelle, le but pour nous, ce n'est pas d'être des foreurs, c'est de pouvoir accompagner une activité donc, de forage. Donc, naturellement, il y aura plusieurs outils qu'on peut utiliser ou un équipement qu'on peut utiliser donc, pour pouvoir accompagner une activité donc, de forage. Donc, il y a plusieurs types de foreuses. Il y a la foreuse rotative, voilà, naturellement avec un trépan. Il y a la foreuse aussi avec percussion. Il y a la foreuse aussi horizontale et la foreuse jumbo, qui est beaucoup plus utilisée même dans la plupart des mines ou encore lorsqu'on veut faire des tunnels pour les trains, etc. Parce que ça donne une certaine flexibilité. Donc, naturellement, pour revenir encore à la question de Mme Jigma, notre rôle en tant qu'HSE, ça sera de veiller sur l'équipement, les travailleurs et même l'environnement. Donc, pour l'utilisation de ces équipements, chaque jour, on va faire ce qu'on appelle une inspection. Ce n'est pas nous qui serons habilités à pouvoir faire cette inspection-là. On va retirer simplement, faire une checklist, l'imposer au chauffeur, que chaque jour lui-même puisse vérifier certains éléments pratiques. Et si c'est jugé non conforme, naturellement, on sait que déjà le matériel est exempté, même si le risque zéro n'existe pas, mais quand même, la probabilité lui-même que ces risques-là surviennent, parfois même du matériel, sera réduite. Donc, quels sont les différents éléments d'une foreuse? Donc, on peut avoir beaucoup d'autres choses. Donc, naturellement, si c'est déjà pour avoir de l'eau, il y aura des tiges, etc. Et ça sera à votre disposition après pour ceux-là vraiment qui veulent entrer beaucoup plus en profondeur. Donc, on va rentrer dans le sous-sol pour ceux qui ont été à Bagassi. Donc, il s'agit donc d'une mine souterraine. On va voir déjà le jour. Donc, c'est un peu un visuel pour nous entraîner même dans tout ce qu'on va voir. Moins. Donc, naturellement, ils veulent forer.
Donc, il y a cette étude-là qui est faite à la base pour voir déjà le potentiel d'exploitation de l'œuvre mine. Parce qu'on nous voit peut-être un site minier comme ça. On fait une étude. Dès qu'on voit un potentiel qui est valorisable, ensuite, ils vont essayer de voir est-ce que cette quantité d'or qu'ils ils espèrent avoir là, comparer déjà tout leur investissement, est-ce qu'ils pourront avoir un flux? Donc, si c'est bon, ils se lancent dans le projet, sinon, ils ne se lancent pas. Donc, il y a toute cette étude-là qui est faite. Donc là, on va faire des sondages, des études géotechniques pour voir en fait le sous-sol, le contenu du sous-sol. Et lorsque ça a avéré dans l'exploitation, on aura besoin maintenant de voir, on aura l'affleurement rocher qui est là. Si l'affleurement rocher est là, il faut pouvoir déjà décomposer cet affleurement rocher-là afin d'avoir maintenant les différents débris de roches. Donc, on va les concasser. Comment les concasser? Il faut dynamiter. Et avant de dynamiter, qu'est-ce qu'on va faire? On va fourrer. C'est la même action que ce soit dans une mine souterraine ou encore dans une mine à ciel ouvert. À ciel ouvert, il y a beaucoup plus, bon, je ne vais pas dire beaucoup plus de sécurité, mais comme la mine est vraiment dégagée, donc les risques sont beaucoup plus atténués par rapport à une mine souterraine. Parce que souterraine, déjà, vous êtes déjà confiné. Il y a risque, même si les calculs ne sont pas proportionnels, ne sont pas conformes à la norme, ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, c'est essentiellement ça. On va forer. Si on a foré avec le jumbo, on va mettre le dynamitage, on va dynamiter. Ensuite, la pelle va ramasser. Maintenant, le dumper prend. Il envoie la chargeuse sur les bandes dans le broyeur, élévateur, silo. C'est comme cela, puisqu'on extrait maintenant. Alors, donc, pour vous, quels sont les facteurs de risque liés à une activité donc, de fourrage? Pour vous, quand on parle d'une activité de fourrage, que ce soit un fourrage hydraulique, je ne sais pas, je sais qu'au moins, quand même, tout le monde a vu une fourreuse. Monsieur Mado? Oui, allez-y. Oui. D'abord, c'est une activité forestière, c'est on travaille souvent aussi en espace confiné. C'est ça. Donc, il peut avoir facteur chute. De chute. Ouais. Et puis, il peut avoir également facteur asphyxie. Asphyxie, OK, qui sera dû à. S'il n'y a pas d'air dans l'endroit, lorsque, parce qu'il y a il y a des fourrages où c'est grand, où il y a des personnes qui essaient d'entrer rentrer à l'intérieur pour placer certains pipes, tout ça. Donc, si ce n'est pas ventilé ou bien j'allais dire, aéré, il y a un risque de manque d'air à ce niveau-là. C'est ça. Merci, monsieur Kwasi. Madame Jigma, un seul risque lié à une activité de fourration. Sinon, monsieur Koulibaly Kassoum ou encore monsieur Mahamadi, chacun va citer au moins un risque. Bon, monsieur Mahamadi s'était connecté. Hein. Madame Jigma. Monsieur Wallon. Allez-y, citez un seul risque lié à une activité de fourration. Peut-être asphyxie. Asphyxie. OK, Oui. d'accord. Donc, vous vous alignez derrière monsieur Kwasi. Ah oui. Sinon, Si, monsieur Koulibaly Kassoum. Mhm. Oui. Le risque d'éboulement, c'est ça. Donc, et pour Madame Viviane, on peut avoir le risque d'éboulement si on est dans le cas même d'une mine souterraine, si le plan de foration n'est pas daté ou il y a eu des défaillances au niveau même de l'étude, naturellement, ça peut créer un éboulement. Même quand on va prendre une mine à ciel ouvert, dans certains cas,
ça peut aussi créer aussi un écologie. Donc, un autre exemple ou d'autres exemples. Donc, Donc, bonsoir, bonsoir. Allez-y, monsieur Mamadi, donc. Donc, bonsoir, monsieur Bade, bonsoir tout le monde. À ce niveau, on peut avoir des risques, comme Bade l'avait bien dit, il y a le risque de chute des tuyaux, des tirs plutôt. En plus aussi, il y a des pincements des mains avec d'autres machines qui n'ont pas de robots, qui sont manuels. Même ceux qui sont des robots aussi peuvent avoir des pincements des mains. On a vu qu'un quand même sur notre site, mais fort heureusement, la personne n'a pas suivi quoi. Donc, c'était une chance pour nous. Donc, surtout les robots manuels là, il faut être très, très attentif à ce niveau. Parlons aussi des risques de collision aussi. S'ils vont faire les mouvements, les détubage aussi, il peut y avoir des collisions, surtout avec les aides qui sont aux alentours. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mamadi. Très, très bien résumé. Donc, c'est essentiellement cela. Donc, naturellement, notre rôle en tant qu'HSE, comme je le répète à madame Jigma encore, voilà, on intervient dans tous les domaines. Donc, qui dit domaine, notre rôle, c'est de veiller sur la santé et la sécurité. Donc, c'est de voir tous les moyens techniques, opérationnels aussi pour encadrer n'importe quelle activité. Donc, pour pouvoir le faire, il faut être en mesure de pouvoir identifier le danger. À ces dangers-là, Monsieur Bado, allez-y. je vais ajouter aussi deux autres risques. Ça, c'est dans le domaine du pétrole. Dans le domaine du pétrole, il y a un risque d'explosion. Il y a aussi un risque de remontée de cimentation, de ciment. De fluide, voilà, de le fluide. Parce que si ce n'est pas bien fermé, il peut y avoir des remontées qui peuvent entraîner des blessures très graves. Blessures très graves. Merci, M. Kwasi. Donc, je rappelle M. Kwasi qui est ingénieur dans une structure pétrolière en Côte d'Ivoire, offshore. Donc, naturellement aussi, qui apporte aussi son expertise aussi dans ce domaine. On vous dit que quand on va parler de forage, on ne sera pas forcément concentré bien sur le sondage, sur le forage hydraulique ou encore même le forage minier, mais encore le forage pétrolier. Donc, comme toute activité, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, c'est à nous déjà de pouvoir identifier les dangers. À chaque danger, quels sont les différents risques ou risques potentiels ou encore risques même associés à ces différents dangers-là. Donc, on peut avoir des lésions, des fractures, les percements, des déchirures, des blessures oculaires. Au niveau du bruit, naturellement, l'assourdissement, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est à nous, en tant qu'HSE, déjà de pouvoir les voir, de pouvoir les identifier. Raison pour laquelle, depuis même le début, on insistait déjà sur la capacité de l'HSE à pouvoir reconnaître un danger, quitte à pouvoir associer à ces dangers-là les différents risques potentiels et de pouvoir proposer donc des mesures. Donc, on peut aussi avoir des brûlures, parce que même si ce n'est pas aussi dans le domaine pétrolier, tout équipement qu'on utilise aujourd'hui a cette capacité-là de pouvoir chauffer. Donc, tout appareil déjà qui produit une certaine source de chaleur peut prendre feu. Donc, naturellement, on peut avoir des risques d'explosion. On peut aussi avoir aussi des risques même d'incendie. Et si ce sont déjà des équipements déjà qui permettent soit de pouvoir porter une certaine charge, il faut savoir déjà qu'il y a des variants. Les variants seront contenus plutôt, contiennent plutôt soit des flexibles et un pain hydraulique qui est souvent beaucoup plus sous pression. Donc, lorsque ça se dégage, par exemple, aussi, ça entraîne vraiment des accidents qui sont très, très graves, voire même à la mort. Alors, donc, les lésions lors du déchargement, et c'est comme M. Mahamadi l'a dit, les pincements avec les aides déjà qui ne sont ni HSE, souvent on peut appeler des personnes, pas parce qu'ils arrivent quand même à intégrer les différents éléments HSE, mais non, on va les appeler parce que techniquement ils sont bons. Donc, on est obligé de composer avec ces différents éléments-là. Donc, notre rôle déjà, ça sera de veiller avec eux pour que déjà l'activité déjà se fasse dans la sécurité, partant même du port des équipements de protection individuelle et l'ensemble des équipements de protection collective qu'on mettra à disposition afin de sécuriser le site et de sécuriser toutes les personnes non contenues dans le site. On peut aussi avoir des chocs électriques liés même aux installations électriques. Donc, naturellement, si on fait déjà cette analyse sécurité des tâches, ça va nous permettre, tant soit peu, de ne pas réduire le risque à zéro,
mais quand même de diminuer même soit la gravité ou la probabilité d'occurrence. Les chutes de hauteur naturellement, parce que qui dit équipement, pour pouvoir changer les tiges, il faut prendre en hauteur. Et si on doit prendre en hauteur naturellement, on avait vu précédemment que la hauteur, c'est toute mise en pas ou encore qui se fait au-dessus de la surface du sol. Donc, quand on dit un travail en hauteur, ce n'est pas un travail qui se fait à partir de 3 mètres, non, c'est un travail qui se fait à partir de 2 mètres. Et lorsqu'on est au-dessus de la surface du sol, automatiquement, on est en hauteur. Maintenant, est-ce qu'on a en petite hauteur ou on a grande hauteur? Si on est en petite hauteur, quels sont les différents équipements que je dois utiliser pour pouvoir accompagner la petite hauteur? En n'oubliant pas que on utilise soit l'escabeau, les marchepieds et tout comme des moyens d'accès et non comme des postes de travail. Donc, on peut aussi avoir la vibration, le stress, vibration naturellement, qu'on va utiliser d'autres équipements comme le marteau piqueur, tout et tout. Ça entraîne déjà la vibration qui est vraiment peu connue et souvent négligée. Parce qu'il faut dire, nous, HSO, on se concentre beaucoup plus sur les risques qui sont très visibles. C'est-à-dire, sur un site, on a déjà nos statistiques qui sont là, on veut zéro accident. Donc, nous, on va travailler de sorte à ne pas voir des blessures visuelles. Par contre, vous allez voir les vibrations, les stress, ce sont des choses qui ne se perçoivent pas. Même quand on va prendre le burn-out, tout et tout, ce sont des choses qui ne se perçoivent pas, les risques psychologiques. Donc, il faut aussi mettre l'accent, il faut aussi sensibiliser, notamment au niveau des cadres de sécurité, pour qu'on puisse intégrer ces éléments dans nos pratiques quotidiennes. Consigne de sécurité. Donc, pour vous, si vous êtes HSE déjà d'une entreprise de forage, avant même le dynamitage, je prends un cas pratique. On vous appelle, vous êtes HSE d'une entreprise de forage, vous devrez aller travailler sur un site. Qu'est-ce qu'il faut faire prendre comme mesure? Avant, pendant. Donc, pas volontariat ou pas volontariat désigné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant et pendant. Allez-y, monsieur Donc, Mamadi. quant à moi, avant tout début, le chef, tu dois inspecter le lieu où on doit faire les fourrages en question. Faire le tir, si le terrain est stable, pour pouvoir bien poser la machine sur ses béquilles, pour que la machine ne soit pas pincée. Puis aussi, lors du fourrage, il faut délimiter une zone que personne ne doit rentrer là-bas, sauf que le fourreur et c'est quelques heures seulement. Donc, à ce niveau maintenant, on doit porter tous les EPI individuels et collectifs, surtout avec une communication verbale. Tout premièrement, il ne faut pas oublier la communication, puisque la communication clé, est une clé plutôt, surtout au niveau du forage. En plus aussi, pour un forain, faut être vigilant là où tu travailles. Au niveau du forage, nous aussi la machine, si tu as mis quelques minutes seulement, pouf, c'est fini. Donc, tu peux perdre la vie sur place. Donc, le chef doit être rigoureux avec les consignes du forage, surtout le début de l'inspection. Pour faire l'inspecter les fourrés en question, peut être rigoureux s'il là-dessus. Si une petite différence seulement, top, on arrête cet équipement. Il faut réparer avant de débuter le forage. Alors, merci, monsieur Mamadi. Donc, c'est très bien résumé. Mais avant l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends un exemple. On a vu qu'il y a plusieurs types de fourrage. Naturellement, si c'est si c'est plutôt un forage, une activité de forage hydraulique, souvent vous êtes amené à aller travailler dans les zones que vous ne maîtrisez pas. C'est vrai que les principes de la prévention nous disent d'adapter le travail à l'homme, mais dans ce contexte-là, c'est à nous maintenant de nous adapter à notre environnement. Donc, moi, si naturellement je suis à Poko ou encore je ne sais où, j'ai besoin d'eau dans mon champ. Donc, je fais appel à votre entreprise. Vous êtes obligé de venir sur mon site, venir trouver de l'eau. Donc, comment déjà, vous, en tant qu'HSE, vous allez préparer déjà le départ, la mise en route, ensuite sur le site, l'activité de façon sécuritaire. Allez-y, monsieur Poissy.
Monsieur Kwasi avait levé la main. Oui, M. Bado. Je pense que M. Mahamadi a tout dit, hein, ce qu'il a dit normal. Donc, comme vous avez vu dans le cours, on va faire d'abord l'évaluation des risques. D'abord, dans un premier temps, apprécier la situation. Et puis, faire la première évaluation. Ensuite, apporter les corrections et faire la seconde l'évaluation pour pouvoir apprécier voir, si oui ou non le travail doit se faire. Alors, un de deux, préparer les permis avec, je vais dire, les GSC qui accompagnent tout et tout, pour que toutes les personnes qui vont intervenir dans la zone puissent savoir chacun pour soi ce qu'il doit faire concrètement en tenant compte des mesures qu'on aura prises. Par exemple, je prends un exemple concret. Si, par exemple, dans la zone qu'on doit travailler, il y a du gaz, il y a des liquides, ou bien si on va inhaler du liquide, enfin, du gaz, il faut prendre des mesures, des EPI adéquats. Si dans la zone où on va travailler, ça nécessite des chutes, ou bien, voilà, si c'est un travail à hauteur, parce qu'il y a des fourrages où on avait des mains d'échafaudage pour aller en l'air, pour aller sur le mât pour pouvoir travailler. Donc, on parle des mesures selon la zone. Donc, je me résumer, comme Mamadi a dit, on va faire une évaluation et puis adapter le travail selon le permis qui va convenir. Merci. Merci, M. Kwasi. Très, très bien résumé. Est-ce que M. Koulibaly Kassou, Mme Jigma, Mme Viviane veulent ajouter quelque chose pour la mise en route? C'est un peu ça. Donc, c'est essentiellement ça, mais je rappelle toujours que le HSE, c'est celui-là qui est à la fois sécuritaire, mais aussi qui n'oublie pas l'efficacité. Mais à côté de l'efficacité, il y a l'efficience qui doit accompagner l'efficacité. L'efficacité quant à l'atteinte de l'objectif, mais l'efficience quant aux ressources, au temps qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre notre objectif. Parce que vous allez mettre deux travailleurs, deux mêmes objectifs, ils n'auront pas la même manière de pouvoir atteindre les résultats. D'autres vont disponibiliser plus de ressources. Pourtant, en entreprise, on veut travailler moins, gagner beaucoup. On veut dépenser moins, on veut gagner beaucoup. Donc, le HSE doit être toujours à la fois efficient et efficace. Donc, pour la mise en route, pour une entreprise, par exemple, de fourrage qui recrute un HSE, où ils sont obligés, par exemple, d'aller sur n'importe quel site, déjà, il faut pouvoir faire une checklist, imposer une checklist avant la mise en route, attends même des acteurs. Quels sont les différents, quels sont les différents matériaux qu'on aura besoin pour partir? Parce que vous imaginez, vous arrivez sur un site, par exemple, combien de kilomètres et qu'on oublie d'autres choses. Donc, c'est des choses, déjà, vous pouvez faire l'inspection avant même de partir. Quels sont les différents éléments qu'on aura besoin pour pouvoir aller? Déjà, au niveau de la main-d'œuvre, moi, c'est l'outil que j'utilise beaucoup plus, c'est le 5M. Le 5M est beaucoup plus pratique partout. Avant de partir, au niveau de la main-d'œuvre, on aura besoin de qui pour pouvoir faire le travail? Combien de personnes? Quelles sont les différentes qualifications? Ensuite, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de la foreuse, on aura besoin de combien de tiges pour accompagner, on aura besoin d'une boîte à outils parce que là-bas, en même temps, si l'engin se gâte, pour déjà travailler, déjà avoir tous ces équipements-là pour pouvoir le faire, on aura besoin d'un mécanicien. La quantité même de carburant, si on va dans une zone où il n'y a pas, par exemple, de gasoil, tout et tout, on doit emporter aussi les extincteurs, aussi la trousse de secours. Ce sont des éléments qu'on peut faciliter. Ça, c'est de façon pratique. Nous-mêmes, on peut mettre ça avant de pouvoir partir. Ensuite, dès qu'on arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que Mamadi a dit, c'est très, très important. On va déjà inspecter la zone. On va inspecter la zone. Parce que si c'est un environnement hostile, comme je le dis, c'est plus. Ici, on ne va plus parler donc du principe de la prévention qui nous dit qu'il faut adapter le travail à l'homme. Mais là, c'est à l'homme de s'adapter au travail, à son environnement. Naturellement, il faut inspecter la zone. Pour voir déjà où on va. Pour nous qui sommes au Burkina, est-ce que c'est une zone à risque? Est-ce que c'est une zone à risque? Si c'est une zone à risque, quels sont les différents éléments qu'on doit prendre pour que le parcours jusqu'à la réception, jusqu'à la fin, tout le monde soit en sécurité, le matériel même soit en sécurité? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que beaucoup d'entreprises sont allées, par exemple, travailler dans d'autres villes, villages, mais qui ont perdu leur équipement avec ce que le Burkina vit. Donc, il faut
faire cette inspection. Arriver sur site aussi, il faut aussi faire cette inspection. Demander quelles sont les différentes autorisations à prendre en compte pour pouvoir avoir accès aux différents périmètres. Ensuite, dès que c'est fait, il faut dégager maintenant la surface et il faut faire quoi? Baliser. On avait vu que les équipements de protection collective sont régis par 4 principes. Le principe de l'éloignement à travers le balisage, tout et tout, ou encore le principe aussi d'obstacle avec les remparts. Donc là, il faut baliser. Mais pour le balisage, il faut prendre un balisage qui est beaucoup plus limite, pas un balisage qui est beaucoup plus très grand, parce que ça fera exagérer. Si vous intervenez, par exemple, dans un quartier pour pouvoir faire un forage hydraulique, naturellement, si vous balisez tout le quartier, souffrez que les personnes même du quartier, pour avoir accès à les différents postes, seront obligées de passer dans votre périmètre de sécurité. Quand le balisage aussi est très restreint, ça expose aussi les travailleurs. Ils ne sont pas vraiment beaucoup à l'aise. Donc, c'est à vous de dégager un bon périmètre déjà pour pouvoir être en toute sécurité. Et lorsque c'est fait déjà, il faut commencer par un cadre de sécurité. Un cadre de sécurité déjà pour insister déjà sur les différents risques potentiels qui peuvent donc avoir lieu. Donc, ça sera cette période-là où vous allez dégager un thème, discuter avec tout le monde. Voici le travail qu'on veut faire. Voici les différents risques auxquels nous sommes confrontés. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque c'est fait, il faut, comme M. Boissier et M. Mamadi l'a dit, si on a des permis pour cette activité ou d'autres types de foreuses, un permis de travail en hauteur, naturellement, parce qu'on sera en hauteur, si on doit remplacer les tiges, tout et tout, il faut le permis de travail à chaud. Dans certains cas, le moteur peut chauffer, ça peut faire un incendie, etc., etc. Si c'est fait, il faut faire une évaluation, c'est-à-dire on va faire une évaluation, soit avec le GSA ou encore le GHA, et quelles sont les différentes étapes qu'on va suivre du début jusqu'à la fin à groupe. Et à chaque étape, quels sont les risques? À chaque risque, quelles sont les mesures qu'on va prendre pour pouvoir contrôler l'apparition de ces risques-là? Donc, lorsque c'est fait, il faut que, obligatoirement, tous les éléments portent ce qu'on appelle par les équipements de protection individuelle. Les pays, tous les gants adaptés, toutes les lunettes, les combinaisons, les gilets. Si vous travaillez les nuits, il faut travailler aussi à porter des lampes pour pouvoir aussi éclairer donc la zone. Lorsque tout ça c'est déjà fait, il faut transporter des pancartes pour dire pour des pays obligatoires. Il y a des pancartes aujourd'hui qu'on fait de façon manuelle, transportable, tranquille. Une fois que la zone elle est balisée, vous l'imposez avant l'entrée parce que vous pouvez avoir des étrangers qui veulent avoir accès à l'entrée. Et déjà, avoir ces différents éléments, ça permet de vous protéger. Si quelqu'un rentre sur votre site sans votre autorisation, s'il se blesse, naturellement, il est sur votre site, vous êtes responsable. Mais le fait déjà d'imposer déjà le port des pays obligatoires, ça permet déjà de vous prévenir ou encore même de vous protéger si le pic arrive. Donc, lorsque tous ces éléments, un temps soit peu, sont mis en œuvre, le travail se fait de façon sécuritaire. Donc, encore pour Mme Digma, voici de façon pratique. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça, voilà, le port des pays obligatoires. C'est des choses qu'on peut faire pour accompagner tout type d'activité. Ça, ce n'est pas fixe, c'est déplaçable. Dès qu'on finit donc l'activité, si pendant l'activité, il y a des situations dangereuses qui arrivent, on stoppe le travail. Parce que nous, en HSE, on le dit toujours, notre leitmotiv, c'est qu'aucun travail n'est urgent pour se faire dans la précipitation. C'est la santé et sécurité, donc d'abord. Donc, naturellement, on fait un stop, on revient, on discute des conditions sécuritaires. Si on est d'accord, on revient et on continue. Sinon, on a Minungu qui vient de nous prendre en marche, si je ne me trompe pas, bonsoir à elle, si elle nous reçoit. Donc, à tout moment, il faut vérifier le casque de sécurité, les lunettes, les chaussures, donc tout ce qui est comme équipement de protection individuelle collective. Les principes de la prévention nous disent de mettre l'accent sur les EPI, équipements de protection collective, sans toutefois négliger les EPI. Parce que les EPI, l'individu est une composante donc, de l'ensemble. On protège l'ensemble, ensuite on va insister maintenant sur les différents individus en fonction donc, des activités qu'on fera. Le panel donc, de port des pays donc, qui sera donc largement obligatoire. Donc, avec la fiche d'évaluation des risques naturels, ça nous permettra déjà de nous connaître les risques. Donc, généralement, si c'est une même activité qui se fait, on peut faire ce qu'on appelle quoi, une procédure de travail, tout simplement. Une procédure de travail, ça sera d'écrire quelque chose qui va décomposer l'activité de forage, partant même de la réception, toutes les différentes étapes jusqu'à la fin de l'activité. Là, tout le monde qui vient, il sait que voici ce qu'on doit suivre pour finir notre activité dans la sécurité.
au lieu peut-être de répéter les mêmes évaluations. Et lorsque vous voyez qu'il y a un facteur qui change, automatiquement, maintenant, vous pouvez faire des fiches d'évaluation ou encore des permis de travail. Donc, il y en a plusieurs. Après, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus en pratique, ils pourront revenir beaucoup plus en détail, ni les contenus. Donc, ça, c'est un ensemble d'éléments de façon pratique que vous pourrez avoir pour n'importe quelle activité, en tout cas de forage. Quels sont les différents éléments où il faut apporter un point d'honneur, où il faut avoir un regard beaucoup plus critique, par exemple, au niveau donc des tiges. Vous allez voir par les tiges de forage, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour ceux qui ne savent pas. Lorsque, par exemple, on veut avoir un forage hydraulique, si avec le trépan, après l'inspection, bien sûr, on a dit que le forage au Minongo qui est arrivé, c'est l'action de creuser un trou. Donc, on creuse un trou par l'aide du trépan. Le trépan, c'est cette machine-là où on pose cette partie de la foreuse-là qui permet donc, avec une certaine vitesse, permet donc de percer. Donc, lorsque lui finit naturellement, c'est un trou d'un certain. On prend les tiges, c'est un ensemble de tiges, pas de tuyaux, c'est un ensemble de tiges qu'on va mettre dans le sol pour faciliter donc le conduit maintenant de l'eau qu'on veut là, avant maintenant de terminer avec le tuyau par le haut. C'est l'ensemble des tiges. Vous allez voir souvent, la plupart des foreuses qui passent, il y a beaucoup de tiges qui accompagnent. Donc, certains, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un petit chariot derrière, ils mettent ces tiges. Parce que pour tout équipement, il y a le poids de l'équipement, il y a le poids maximal que aussi l'équipement aussi peut porter. Donc, c'est le veiller sur donc, ces petits éléments-là. Donc, quels sont les différents éléments à prendre, soit pour le stockage, même pour pouvoir remplacer les différentes tiges? Monsieur Mahamadé a dit quelque chose qui est très, très important. Lorsqu'on remplace les tiges, il faut faire, parce que naturellement, on peut avoir des pincements si on n'a pas des EPI et si on n'est pas vraiment beaucoup plus concentré non pas ce qu'on fait. Lorsqu'on va parler d'air comprimé, pendant l'activité de foration, on peut avoir certaines difficultés. Donc, on est obligé d'avoir un flux d'air pour récupérer déjà cette eau pour pouvoir donc continuer l'activité. Donc, pour le cyclone, naturellement, si on veut récupérer les agrégats, vous voyez que déjà on a une certaine hauteur. Donc, naturellement, vous allez voir les aides-foreurs, ils passent par grimper même sur l'équipement pour pouvoir le faire. Donc, si on a déjà identifié les différents risques, on va voir qu'attention, ça sera un travail en hauteur. Qui dit travail en hauteur, faut que s'il est en hauteur, naturellement, il peut chuter, il peut trébucher, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obligatoirement mettre un dispositif avec un harnais. Quel type d'harnais? C'est à nous maintenant d'en juger. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Bado, pour le résumé. Bonsoir. Ah, ok, d'accord. Donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, ouvrez votre micro et posez votre question. Donc, comme on l'avait dit donc précédemment, une activité de foration naturelle pour tout équipement, véhicule, une moto, quand on parle de moteur qui chauffe, c'est que automatiquement, il peut y avoir un risque d'incendie et un risque même d'explosion. Donc, vous allez voir pour ces activités-là, c'est à vous maintenant d'imposer avant le départ, par exemple, la mise en route, de vérifier est-ce qu'on a des instincteurs. Quel type d'instincteur sera adapté donc pour notre activité? Quelle quantité d'instincteurs dois-je envoyer pour que s'il y a un début de feu, on puisse le contrôler? Est-ce que mon équipe sait utiliser un instincteur? Voici ces différents éléments qu'on va mettre en œuvre pour éviter, même pas pour éviter, parce que l'incendie, la norme dit de ne jamais négliger un risque dont la gravité est élevée, la probabilité d'occurrence est faible. Donc, ça ne sera pas peut-être pour éviter, mais ça sera de pouvoir minimiser même la gravité si l'incendie se déclare. Donc, naturellement, on va travailler donc avant l'instincteur, mais avant ça, c'est de travailler avec le bon instincteur. Parce qu'on avait dit l'incendie, c'est tout feu violent qui échappe sous le contrôle long de l'eau. Nous, on se focalise sur le début de feu. Donc, pour lutter contre les débuts de feu, on sait que pour qu'il y ait feu, il faut que le triangle de feu soit réussi. C'est-à-dire le composé, ce qui brûle le carburant, ce qui fait brûler et l'énergie d'activation. Naturellement, la machine, elle est là, donc le combustible est déjà là. Le carburant dans l'air, on a 80% de diazote, 20% d'oxygène. Il est déjà là. Une petite source de chaleur naturellement, il y a le feu. Et s'il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'équipement? D'entrée de jeu, on avait dit que le HSE doit être à la fois efficace et efficient. Efficient et efficace pour préserver aussi l'équipement.
vous investissez plus de 500 millions, voire 300 millions, voire, je ne sais pas trop, 90 millions dans une foreuse qui part en vrille déjà dans un incendie, vous perdez l'équipement. Si le patron il paie l'équipement, naturellement, vous aussi, vous perdez votre emploi. Et après, il y a beaucoup de conséquences qui arrivent. Quelqu'un qui meurt sur le site, c'est beaucoup plus aussi, il y a beaucoup plus de conséquences directement comme indirectement aussi. Donc, si naturellement aussi vos activités aussi polluent l'environnement, il y a beaucoup plus de conséquences. Donc, raison pour laquelle nous, on travaille sur tous ces angles à protéger l'équipement. Donc, pour la petite vanne, on avait un de nos étudiants récemment, donc il travaillait, il avait une opportunité avec une entreprise de fourrage. Et donc, naturellement, il est HSE. Donc, quand il arrive sur ce site-là, il veut montrer ce qu'il a appris. Il a demandé au patron, est-ce que chez nous, c'est important de faire le cadre de sécurité avant tout début du travail. Mais pour ceux qui savent, la vie d'activité de forage, plus on perd du temps, on perd de l'argent parce qu'on veut faire creuser un trou. Donc, qui dit creuser un trou, il faut le temps, sans même oublier même qu'on n'a pas encore soit ce qu'on veut. Donc, le patron a dit c'est compliqué parce que souvent quand on arrive, il faut aller très rapidement pour et tout. Et donc, un jour, il a foncé. Il a fait le cadre de sécurité de façon truc et il a parlé même de la lutte contre l'incendie. Comment utiliser donc un extincteur. Et après ça, bizarrement, quand il travaillait sous le coup de la chaleur, le côté moteur même de la fourneuse a commencé à tourner. Et lorsque ça a pris feu, il a fallu que des gens ayant suivi même le cadre-là lèvent même l'extincteur et ils ont réussi quand même à maîtriser même le. Donc après, quand le patron a été informé, le patron, après cet incident-là, il a décidé même, s'ils veulent, quel qu'en soit le nombre d'heures qu'ils veulent, ne pas prendre pour faire le cadre. Et donc, le cadre est devenu une obligation parce qu'il a compris que certes, on ne veut pas perdre peut-être le minimum de temps, mais si on néglige ce minimum de temps, ce qu'on va perdre demain, on peut perdre même toute la vie. Parce que pour certains, tu vous prenez un prêt pour aller acheter un équipement dans le but de pouvoir rentabiliser. Si vous perdez cet équipement, naturellement, vous allez voir que vous perdez beaucoup. Et ça peut même jouer sur les vies. Donc, pour dire tout simplement que quand on est HSE, il faut aller pas à pas. Il faut aller avec les moyens de bord jusqu'à arriver à imposer cette culture et cette veille de sécurité qui est en recherche. Donc, naturellement, pour l'extincteur, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Hein. Voilà, tirer la goupille, approchez-vous, il faut viser la source. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de ne pas avoir un extincteur comme objet décoratif donc sur notre engin, mais c'est de s'assurer que cet extincteur-là puisse servir si l'incident survient. Donc, précédemment, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Par rapport aux extincteurs. Aux extincteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'HSE pour que l'extincteur, s'il est présent même sur l'équipement, il soit opérationnel lorsqu'on a besoin de lui? Donc, en amont, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'HSE? On avait déjà vu ça, une lutte contre les incendies. On doit vérifier. Donc, pour moi, allez-y. ok, donc pour moi, l'extincteur, on doit le vérifier à chaque mois, ou soit à chaque début de poste seulement s'il est opérationnel, s'il est en bon état plutôt, si la pression n'a pas baissé ou monté, si la pression est surtout dans le verre, on doit voir si la goupille n'est pas enlevée, tout, et l'accessibilité aussi de l'extincteur en cas d'urgence sur notre lieu de travail, du forage en question. Donc, merci, M. Mamadi, très bien résumé. Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'inspecter l'extincteur à un temps régulier, chaque mois, chaque 2 mois, pour que l'extincteur puisse répondre si l'incident arrive. Donc, c'est d'être prêt. Parce que l'incendie devient en ce moment comme le Christ qui dit qu'il ne sait ni le jour ni l'heure où il viendra nous surprendre. Donc, l'incendie, c'est ça. On joue pour, on sait que s'il arrive, c'est grave, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, nous, on doit s'apprêter, on doit veiller, comme le Christ nous dit de veiller, pour que s'il arrive, on puisse l'accueillir. Donc, c'est un peu ça.
Donc, on va inspecter la copie de sécurité, on va inspecter déjà le voyant, le manomètre, si c'est un extincteur à pression permanente, voir est-ce que l'aiguille est toujours dans le voyant vert. S'il est dans le voyant vert, il est dans la pression normale, c'est-à-dire qu'on peut le tuer. S'il est dans l'excès, c'est-à-dire qu'il est sous pression, pendant la manipulation, il peut exploser et autres. S'il est sous pression, ça signifie que soit il y a un problème, soit le produit s'est solidifié ou encore le produit a été déjà utilisé pour ça. Donc, naturellement, on va accentuer un plan de suivi pour avoir donc, un inspecteur qui puisse répondre. Donc. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire lorsque tout le travail est fini? On va faire ce qu'on appelle le housekeeping, c'est-à-dire le bon ordre. Le bon ordre, il va se traduire déjà par implanter une certaine habitude à tous les travailleurs de sorte à rendre notre lieu de travail propre pendant l'activité et même après l'activité. Pendant l'activité où chaque chose doit être dans son élément. On va mettre une poubelle pour que même à la fin déjà, on puisse déjà avoir tout le matériel et repartir sans oublier même un équipement aussi sur le lieu. De la même manière qu'on travaille de sorte pour la mise en route, on travaille à ne rien oublier. Il faudrait aussi qu'après, on travaille à ce que chaque matériel, parce qu'on peut travailler dans des conditions qu'on ne connaît pas, soit en pleine nuit, dans un environnement qui est hostile, qui est dégagé, etc., etc. Donc, il faut travailler à responsabiliser les gens pour que le mécanicien puisse avoir aussi tous ces outils pour repartir. Parce que, je rappelle toujours, on est à la fois efficace et efficient. Si à chaque fois que vous arrivez sur un site et que vous repartez, quelqu'un oublie son casque, naturellement, il faut de l'argent pour racheter un casque. Ça signifie que le HSE, dans ce cas de figure-là, il est peut-être efficace, mais il n'est pas efficient. L'objectif de la foration a été atteint, mais avec quel PET? Donc, c'est souvent ça qu'il faut pouvoir rechercher. Donc, on va amener les gens donc, à pouvoir nettoyer, dégager notre zone pour que, même si on s'en va, la zone elle est dégagée, on n'a rien oublié, l'entreprise gagne, tout le monde gagne et on rentre donc en sécurité dans chez nous. Donc, si on doit travailler, comme on l'a dit ici, on ne va pas suivre, pas forcément ce que le principe de la prévention nous dit, adapter le travail à l'homme, mais si ça nous demande s'adapter à notre environnement. C'est pour laquelle je dis toujours, il faut composer toujours avec les 5 M. Dès qu'on sait qu'on va dans un autre environnement, quel environnement? Il faut toujours s'adapter au contexte. Parce que quand on avait vu la gestion des risques, on avait dit le premier élément pour pouvoir gérer un risque, c'était d'établir le contexte. Parce qu'une étude d'évaluation de risque, par exemple, sur un terrain qui est dénudé, sera différent d'une étude sur une falaise, sur une montagne. Ce ne sont pas les mêmes environnements, même si souvent, ça peut être les mêmes risques. Donc, c'est d'adapter et de voir en fonction de mon environnement, quels sont les éléments d'appréciation que je vais intégrer pour avoir une analyse beaucoup plus large. Donc, si je sais que je dois travailler, par exemple, sur une falaise, je vois que vraiment, il y a beaucoup de risques. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, je vais mettre l'accent. Je serai strict sur beaucoup de choses. Pas de consommation d'alcool, pas de ci, pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Pour ce travail-là, il faut, on sait que déjà c'est un travail en hauteur, il faut porter le harnais, il faut faire ci, il faut mettre des rambardes. Là, ça sera la protection, l'équipement de protection collective par obstacle pour éviter que tout se passe par le corps. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est un très, très grand support. Donc, vous aurez le temps peut-être de revenir beaucoup plus en détail. Comme on l'avait dit, on doit faire deux en un. Donc, c'est de façon pratique ce qu'on peut comprendre donc, par la santé sécurité, donc la opération de courage. Là, c'est le traitement. Là, c'est le traitement qui va prendre, c'est ce qui fait le trou.
Donc, c'est essentiellement ça. Pour ceux qui ont bien entendu ce qu'il a dit, avant de commencer sa journée, qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui ont bien écouté la vidéo, le début de la vidéo. Ouais. Pour Madame Viviane, elle n'entendait rien. Pour vous autres, est-ce que vous n'avez rien entendu aussi? Il dit avant de commencer sa journée, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, quand moi, je n'ai rien entendu par rapport à la vidéo. Donc, il dit avant de commencer sa journée, la première des choses qu'il fait, faire l'inspection de lieu. Avant d'implanter déjà la fourreuse. Ensuite, il fait l'inspection de l'équipement même. Pour s'assurer, parce que l'équipement même peut être sujet à risque pour nous. L'environnement aussi peut être sujet à risque pour nous. Il va s'assurer aussi de l'habilitation même aussi du chauffeur, donc c'est-à-dire la main-d'œuvre. Et ensuite, la méthode maintenant qui va accompagner le travail. C'est ce qu'il disait. Donc, ce sont les éléments, voilà, pratiques du domaine HSE qui sont là. Donc, une fois qu'on arrive à les mettre en place, c'est de passer déjà pour que déjà ça soit une habitude pour les différents chauffeurs. Si on a le soutien déjà de la direction, naturellement, le reste se fait sans problème. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le forage? Donc, je vous rappelle que c'est un très large contenu que vous aurez déjà. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de terminer avec le dynamitage pour espérer? Ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a... Donc, pour moi, on peut dire que c'est bon, hein, c'est bon à mon niveau, mais au niveau du forage, les activités du forage sont des risques, les risques sont trop élevés au niveau du forage. Toujours, les safety doivent être toujours prudents, focalisés sur le décis, surtout l'inspection de l'équipement avant le début début des activités. Merci, monsieur Mamadi. Est-ce qu'on a d'autres ajouts, questions? Dynamitage. Donc, est-ce que ceux qui sont en ligne nous reçoivent? Donc, c'est essentiellement ça. On avait dit déjà, le forage, c'est l'action donc de, la foration plutôt, c'est l'action de forer. Forer, c'est faire un trou. Pour quel objectif? Si c'est pour avoir de l'eau, on va parler du forage hydraulique. Si déjà, c'est pour faire une étude donc, du sous-sol, on va parler donc de faire des sondages à travers des carottes de terre. Ou encore, si c'est le forage, si c'est pour avoir le pétrole, on va parler donc du forage pétrolier. Si c'est pour une analyse même de la qualité même de l'eau, on va faire des piézomètres. Donc, naturellement aussi, ça sera aussi le forage dans ce sens-là. Ou encore, soit on va forer maintenant dans le but de pouvoir mettre des bombes de griffes, de pouvoir dynamiter. Dynamiter, c'est un affleurement rocheux déjà qui contient certains volumes de minéraux exploitables qu'on veut extraire. Comment extraire? Il faut déjà fracturer la roche. Comment on va fracturer la roche? Il faut dynamiter. En dynamitant la roche, on arrive à avoir des petits agrégats, lesquels agrégats déjà vont suivre certaines procédures de travail afin de pouvoir extraire donc,
le minerai exploitable, soit l'or, soit le diamant, etc., etc. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est le dynamitage. Donc, avant de dynamiter, il faut aussi forer. D'accord? On met maintenant les différents éléments, les explosifs dedans, et ensuite on va dynamiter. Donc, que ce soit au niveau du forage, notre rôle, c'est de veiller sur l'équipement, sur la main-d'œuvre et aussi sur l'environnement. C'est de cette même manière aussi que pendant aussi le dynamitage, on doit aussi veiller donc à accompagner donc tous ces éléments. Donc, pour le dynamitage, on va regarder une vidéo qui va nous permettre déjà de comprendre pourquoi c'est important d'intégrer les éléments, les aspects HSE dans ce domaine-là, et pour que le cours là déjà puisse faciliter donc notre compréhension. Donc, pour ceux qui sont en ligne, j'espère qu'ils voient la vidéo. Est-ce que ceux qui sont en ligne, ils arrivent à voir? Non, on ne voit pas de vidéo. Ah, donc je mets pause. Est-ce que ce sera- OK. Est-ce que ceux qui sont en ligne voient maintenant? Oui, c'est bon. OK. Donc, pour que ce matin-là ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir déjà dans ce cours de dynamitage. Donc, mais pour vous,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, rien n'a été respecté. Ouais. C'est ça. Donc, pour Viviane, rien n'a été respecté. Parce qu'aujourd'hui, on voit 2G, on voit 2 mots. 2 mots, ça semble être des chiffres. Mais de façon pratique, ça pèse beaucoup. Parce que derrière chaque mot, il y a une famille, il y a des espoirs, il y a une valeur même pour un pays. Donc, quand tous ces éléments-là déjà s'écroulent naturellement, il y a beaucoup de familles qui n'arrivent plus à supporter. Donc, raison pour laquelle on parle d'enjeux humains. Pour l'entreprise aussi, ça ne sera pas aussi facile avec tout ce qui est comme réglementation qui encadre le monde donc, du travail. Donc, quand il y a mort, il y a arrêt de travail obligatoire, il y a des enquêtes qui seront faites, soit la CNSS, etc. Il y a des dommages. Donc, l'entreprise aussi paie de l'argent. Ensuite, même l'image même de marque de l'entreprise, parce qu'on dirait dans telle entreprise, telle personne est morte, il y a eu 2 personnes, c'est pas intéressant. Donc, on voit de façon directe et indirecte les différentes conséquences qui sont liées même à la mort, à un accident même de travail. Pour d'autres, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, pour moi, je vois que la distanciation donnée par des équipements et des humains ne sont pas respectés. Pour les équipements, on peut aller au-delà de 1000 mètres pour les équipements. Pour les hommes, au-delà de 2000 à 400, oui, de 2000 mètres en allant pour les humains à cause des projectiles du blast là, C'est ça. du dynamitage plutôt. Merci, monsieur Mahamadi. Donc, naturellement, le dynamitage, ça sera l'action de fracturer des roches à l'aide d'explosifs, dans le but déjà de pouvoir avoir des petites particules d'agrégats. Ensuite, ils vont suivre d'autres chaînes. Donc, mais avant de dynamiter, il faut forer, il faut faire des... On va faire des trous, on va mettre des explosifs, on va dynamiter. Mais on ne dynamite pas parce que qui veut dynamiter? Non, on dynamite parce qu'il y a un plan à cette superficie-là qu'on veut, qu'on souhaite dynamiter pour pouvoir extraire soit le minerai utile. Donc, il y a des études même qui sont faites à la base. Donc, pour pouvoir le faire naturellement, il y a ce qu'on appelle le périmètre de sécurité. C'est la zone dans laquelle une secousse, quand on parle d'explosion, ce qu'on appelle l'onde de choc. L'onde de choc qui n'est pas visible, mais qui est très, très dangereux dans un certain cas. Vous allez voir peut-être soit un obus qui sera lancé dans un périmètre qui n'a rien à voir avec notre périmètre, mais l'onde de choc même va fracturer même des maisons. Ça peut faire même abattre même des maisons. Donc, ce sont des dangers qui ne sont pas peut-être visibles, mais qui peuvent avoir donc beaucoup de risques. Donc, naturellement, il va falloir dégager ce qu'on appelle le périmètre de sécurité, ce que M. Mahamadi disait, voire 1000 mètres, voire 2000 mètres. Donc, dans ce contexte-là, rien n'est encore défini, mais sauf c'est à chacun déjà de voir en fonction du contexte, de son contexte de travail, quel périmètre semble-t-il le plus pour que l'ensemble du personnel, équipement même soit en sécurité. Donc, dans un certain cas, ça peut partir à 500 mètres même et plus. Donc, il y a la zone de chargement, donc zone dans laquelle les matières explosives donc, sont manipulées durant le chargement. Donc, naturellement, si les trous sont faits, donc cette zone-là qui va alimenter même les explosifs sera appelée donc zone de chargement. Alors que le bout de feu, déjà, c'est la personne désignée par l'exploitant qui doit veiller au bon fonctionnement des tâches. Et c'est celui-là même qui va exercer même le tir sur le site. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a dit que la science, elle évolue. Plus la science, elle évolue, il y a certaines méthodes qui sont aussi révolues. Donc, naturellement, sur le bout de feu, c'est celui-là déjà qui a amené déjà à faire le tir, à organiser déjà tout ce qui est complet de tir. Dans un certain cas, c'est dans ces éléments, dans ces petites cages-là qu'il rentre avec le détonateur afin de pouvoir actionner le plastique normalement.
et c'est une certaine distance, périmètre donc de sécurité. Donc, les ratés, qu'est-ce que c'est naturellement qui dit dynamitage? Il y a des trous qui ne vont pas sauter en fait. Donc, ces trous-là seront appelés des ratés. Donc, c'est toute portion ou tout reste d'un trou qui n'a pas été complètement détonné donc, lors d'un plan de tir. Donc, dans ce cas de figure, on va essayer de voir aussi dans quelle mesure, avant même d'avoir accès à ce site-là, quels sont les différents éléments d'appréciation pour celui qu'on va mettre, pouvant aussi accompagner les ratés de façon aussi sécuritaire. Donc, l'agent de sautage, naturellement, c'est toute matière ou tout mélange composé d'un carburant et d'un oxydant. C'est vraiment à dynamiter. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on va utiliser. On a dit déjà pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait le combustible, le carburant et l'énergie d'activation. Donc, c'est ce même système-là qui sera mis en place dans les trous afin de pouvoir éviter soit la détonation de l'explosion. Donc, pour certains cas, d'autres peuvent utiliser l'amphore qui sera un mélange de nitrate d'ammonium avec d'autres composants tels que le fiole et puis avec certaines alimentations aussi avec un détonateur. Une fois que ces composants sont réunis, naturellement, ça peut créer donc une explosion. L'explosif, tout composé mélange ou dispositif chimique dont le but principal consiste à exploser, c'est-à-dire lâchant instantanément de gaz. Donc, naturellement, quand on va parler d'activité de dynamitage, il y a le transport. Transport, dans un certain cas, si par exemple on est sur un site minier, on va faciliter beaucoup de choses. Donc, pendant même l'achat même des explosifs, pendant le transport des explosifs, c'est à nous en tant qu'HSC déjà de pouvoir mettre des dispositifs, pouvoir accompagner le transport. Partant même de la structure même qui nous fournit jusqu'au site. Ensuite, comment on va pouvoir entreposer, stocker même ces produits-là. Et après, pendant maintenant nos activités de blasting, qui est le dynamitage, quels sont les éléments d'appréciation qu'on va mettre en cours pour faciliter même le transport dans notre périmètre organisationnel? Parce que lorsque déjà, qu'on soit HSE sur un site ou pas, lorsque notre entreprise, le risque même, sort de notre site, parlant même dans le transport, naturellement, on sort au-delà même de notre périmètre organisationnel. Par contre, dans le périmètre organisationnel, on a tout un plan de scénario conseillé dans le plan d'opération interne. Pour préparer, attention, si on fait ça, que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? On prépare déjà, on scénarise ça. Et lorsque ça sort de notre périmètre, on a d'autres facteurs d'appréciation qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, si par exemple, lors d'un transport d'explosifs, pour votre entreprise, ça explose en circulation, ça ne dépend pas de vous. Il y a d'autres facteurs. Si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous êtes obligé déjà de pouvoir intégrer parce que s'il y a des risques qui se manifestent, vous en êtes responsable. Donc, transport et entreposage, toujours, qu'est-ce qu'il faut contenir? Il faut faire de sorte à ce que le moteur même de l'équipement de transport même doit éteindre lors du chargement ou du chargement. Si, par exemple, il faut un long voyage, il faut s'assurer aussi que le ravitaillement se fasse aussi avant ça. Parce qu'on a dit déjà, pour qu'il y ait feu, il faut que le combustible, le carburant, l'énergie d'activation. Donc, vous, votre rôle, ça sera pendant même le parcours de travailler de sorte à ce qu'on n'ait pas ces trois composantes-là réunies. Plus ces trois composantes-là ne seront pas réunies, et mieux déjà le transport de la population. Autre chose aussi dans le transport, que ce soit dans le transport des matières dangereuses, il y a une réglementation aussi qui accompagne le transport de matières dangereuses. Donc, on va définir par matière dangereuse toute matière avec un potentiel nombre de créer un dommage pour l'homme, l'équipement ou l'environnement. Donc, que ce soit le transport d'un produit chimique, tout et tout, des pompes, tant que ça peut avoir un potentiel dommage, ça sera considéré comme une matière dangereuse. Donc, il y a une réglementation qui accompagne ces matières-là, notamment par le transport. Donc, on dit directement, il faut informer déjà les passants, toutes les personnes en tout cas, qui sont sur les différentes pistes de circulation, qu'attention au transporter de matières dangereuses. Et ça se perçoit aussi par deux éléments. Il y a le code de l'ONU et aussi il y a le code danger. Le code de l'ONU, vous allez voir généralement peut-être après ça, quand vous voyez les camions de citernes en circulation, vous allez voir au-dessus de la plaque, il y a 4 chiffres, il y a 2 chiffres en haut. 4 chiffres, c'est le code de l'ONU. Donc, c'est cette nomenclature qui a été mise déjà pour pouvoir codifier toutes les matières dangereuses. Par contre, le code danger, généralement pour les citernes, généralement, ça tourne autour du chiffre 33. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier chiffre
nous montre déjà le risque qui accompagne la matière qu'on transporte. Donc, pour les citernes, par exemple, qui transportent le gazole, vous allez voir généralement le chiffre 3. 3 pour dire que c'est une matière qui est inflammable. Lorsque le chiffre se répète 2 fois, ça signifie que la matière commence ça intensifie même la matière. Donc, c'est pour dire que la matière est très inflammable. Donc, ceux qui sont déjà avertis savent, attention, cet équipement-là contient du gasoil, il est très inflammable. Voici les précautions que nous, en tant qu'usagers de la route, on doit prendre. Deuxième élément, on dit aussi de faire ce qu'on appelle des étiquettes. Les étiquettes apposées même pendant le transport pour sensibiliser toutes ces personnes-là, les usagers en tout cas de la route, que eux aussi, ils arrivent aussi à mieux se comporter. Parce que quand on n'est pas averti d'une chose, pour nous, ce n'est pas dangereux, on s'en fout. Vous prenez un bébé, vous le mettez auprès d'un serpent, lui, il s'en fout, il ne sait pas. Vous prenez un adulte, il est conscient des risques qu'il expose, donc il évite même de manipuler. Donc, il y a cette réglementation qui doit accompagner le transport, parce que là, ça sort au-delà même de notre périmètre. Donc, pendant le transport, c'est à nous maintenant d'encadrer le transport. On va bloquer même l'excès de vitesse des camions. On va mettre des caméras avant, arrière, bloquer, c'est-à-dire soit on va à 20, on bloque la limitation de vitesse à 20. Même si le chauffeur il veut excéder de vitesse, il ne peut pas. Ensuite, on va checker l'itinéraire utilisé. Est-ce que la voie est beaucoup plus dégagée? Est-ce que, pour éviter aussi les secousses. Ensuite, la main-d'œuvre, on va travailler aussi à ce que la main-d'œuvre aussi soit bien. Est-ce qu'il n'a pas bu? Est-ce que s'il y a la caméra, déjà, ça lui permet déjà à ce qu'il soit donc concentré. Donc, quand tous ces éléments-là sont mis en œuvre, naturellement, le transport se fait bien, de façon sécuritaire. Ça protège les usagers de la route. Et aussi arriver sur le site maintenant, l'entreposage, c'est à vous aussi de pouvoir composer avec ce qu'on appelle quoi le tableau d'incompatibilité des produits chimiques. Parce que ce sont les produits, qu'on peut nitrate d'ammonium, tout sont des produits chimiques. Et des produits qui ne sont pas compatibles avec d'autres. Par exemple, on a dit pour qu'il y ait feu, il faut que le triangle de feu soit réuni. Combustible, comburant, énergie d'activation. Donc, un produit peut être à la fois un comburant et l'autre sera un combustible. Donc, il suffit que quelqu'un apporte une énergie d'activation pour qu'il y aura explosion. Donc, vous allez vous servir de ça pour pouvoir. Je pense que dans le cours qu'on avait vu avec les EPI, j'ai montré un tableau d'incompatibilité. Vous allez avoir tous ces éléments pour pouvoir faciliter même le stockage. Ensuite, si le stockage il est fait, pendant le transport même de la zone de stockage sur le site, bien sûr, hein, à la zone, par exemple, de dynamitage, pendant le transport aussi, vous allez imposer aussi des consignes, des procédures à respecter, notamment éviter qu'on fume dans un certain périmètre, couper le moteur lorsqu'on a arrêté, etc. Vous allez prendre le parti avec en même temps le détonateur et les différents composantes même de l'explosif. Donc, tous ces éléments, c'est à vous de pouvoir les mettre en œuvre pour que déjà le transport, l'entreposage même se passe dans toute sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est essentiellement ça, hein, le contenu, tout et tout. Donc, pour les véhicules, par exemple, les véhicules ne doivent jamais être chargés à plus de 80% de sa capacité, autant même de ses pneus. Donc, pour chaque type de véhicule, on avait vu aussi avec la coureuse, il faut toujours respecter donc, ces notices-là. Donc, c'est à vous, en tant qu'HSE, donc, de pouvoir comprendre. Vous allez voir aujourd'hui, ceux qui sont dans le transport des matières, notamment les citernes, même avec Total, ils imposent cette procédure-là à respecter. Donc, ça permet déjà de contrôler parce que là, c'est au-delà même de notre périmètre. Parce que si un accident arrive, même si c'est en circulation, tant que ça appartient à votre entreprise, ça va venir ternir vos statistiques santé-sécurité. Dernièrement, chez nous, il y a eu ce cas, par exemple, pendant un transport de notre matière première, il y a eu une explosion. Le chauffeur a cogné une citerne. Et donc, il y a eu, la citerne qui a explosé, donc ça a cramé les deux endroits. Mais comme c'est notre matière première, même si ce n'est pas sur notre site, c'est notre matière première, donc ça devient aussi un accident, nous consommons. Donc, c'est comme ça, il y a beaucoup nombre de répercussions derrière. Donc, ça sera de contrôler. Aujourd'hui, quand tu mets un véhicule de service à un employé,
pour l'encadrer. Parce que l'homme a un instinct. Donc, les explosifs dans le véhicule de transport doivent être dans leur emballage originaux, placés de façon à ce qu'ils aussi ne se déplacent pas, comme les bousculades. Donc, lorsqu'on va checker la piste, donc, le chauffeur pourra utiliser, on va voir est-ce que la zone est beaucoup plus dégagée, est-ce que, on va mettre tous les éléments en œuvre aussi. Donc, seuls les travailleurs chargés aussi de la manipulation peuvent voyager dans un véhicule motorisé aussi de transport. Pour se faire aussi interdit de fumer à 8 mètres. Ici, ce ne sont pas des valeurs standards. Donc, il y a ce qu'on dit, mais c'est à vous de pouvoir mieux. Parce qu'on dit toujours, on a une seule vie. On a un seul lieu, donc c'est à nous d'en prendre soin. La réglementation, c'est comme le travail en hauteur. Après, les gens ont pris la réglementation comme la définition du travail en hauteur. On dit qu'on dit un travail en hauteur, c'est à partir de 3 mètres. À partir de la surface du sol. Sauf que les entreprises ont compris. Si on dit à partir de 3 mètres, un travail, s'il veut travailler, il ne va pas prendre après ça, 1 mètre pour voir est-ce que je suis à 3 mètres pour pouvoir porter mon armée. Non. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient statuer, on va dire, chez nous, pour pouvoir porter l'armée, il faut 2 mètres. Pour nous, d'autres entreprises, 1,5 mètres. Donc, on sait qu'à partir de là, on descend parce que même si le travail excède, il est toujours en dessous même de la réglementation. Si sur votre site, si vous voulez imposer une limitation de vitesse, si l'objectif, c'est d'éviter que les gens n'excèdent 50 km/h, si vous mettez sur la pancarte, n'excédez pas 50 km/h, ils vont aller à 60 km/h. Donc, vous revenez en deçà de l'objectif que vous voulez, 30 km/h, même s'ils excèdent, ils sont à 40. Donc, c'est stratégiquement parlant. Donc, la mise en explosif déjà. Donc, naturellement, avant de dynamiter, qu'est-ce qu'on fait? On va fourrer. Avant de fourrer, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle les ingénieurs avec les topographes, tout et tout. Ils viennent, ils font ce qu'on appelle le plan de fourration. Parce que ce sont des techniques. On ne fourre pas parce qu'il faut fourrer. Eux, ils vont regarder. Si c'est une mine à ciel ouvert, par exemple, l'affleurement au rocher, il est très vaste. Et même pour une mine à ciel ouvert, là, par exemple, la mine à ciel ouvert, on voit un minerai. On sait qu'on a un minerai exploitable, une certaine valeur dedans. Donc, pour pouvoir dynamiter, on tient compte de certains facteurs. Parce qu'on a l'affleurement rocher. On voit que c'est dans cette partie-là que le minerai est beaucoup plus concentré. Donc, il y a un plan pour mieux dynamiter. Par contre, quand vous prenez une carrière, par exemple, la matière première est déjà là, le produit fini il est déjà là. On sait que soit l'affleurement de granit il est déjà là, on veut simplement dynamiter pour pouvoir soit aller les vendre au BTP pour pouvoir travailler avec. Donc, on ne recherche pas une certaine plus-value. C'est juste fragmenter la roche pour pouvoir porter soit la concasser, soit par d'autres chaînes. Mais là, on ne recherche pas un minerai qui est exploitable. Donc, là-bas, vous allez voir que le plan de fourrage ne sont pas beaucoup plus exigeants là-dessus. Par contre, si c'est en mine souterraine ou encore en mine à ciel ouvert, le plan de fourration, il y a beaucoup plus de technicité même qui accompagne, et puis beaucoup plus d'exigences. Donc, elle doit être effectuée aussi avec le plus grand sérieux, la plus grande vigilance afin d'éviter aussi un départ accidentel. Donc, après avoir utilisé le plan de fourration, on va fourrer. Si on a fini de fourrer, il faut maintenant la mise des explosifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir préparer maintenant les trous, nettoyer les trous. Là, maintenant, il va falloir que nous, on accompagne maintenant la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre est compétente? Est-ce qu'elle a habilité? Est-ce qu'elle respecte aussi le code des EPI, le code des consignes? Là, l'UHSE fait ce qu'on appelle la surveillance. Parce qu'il y a ce que tu peux dire. Tu vas dire, oui, faites le permis, faites ci, faites ça. Mais est-ce que dans la pratique, ça suffira? Donc, nous, on va faire ce qu'on appelle la surveillance sécurité. La surveillance sécurité, ça sera de rester sur le site. Parce qu'il y a des gens, vous allez leur dire, attention, ne fumez pas. Et ils vont se cacher pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas préparer. Donc, la surveillance va permettre de dire, attention, éteignez votre cigarette, on peut quitter le site, portez ci, portez ça, évitez ci, évitez ça. Donc, on signe déjà le tir à la mèche de sûreté. Donc, naturellement, quand on va finir de les raccorder, une fois que la zone est dégagée, on met en place une procédure. Donc, lorsqu'on va voir, par exemple, sur notre site que l'activité de dynamitage se fait de façon récurrente, on sait que c'est la même tâche-là qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met simplement une procédure de travail. La procédure de travail sera affichée, sera validée par le premier responsable. Une fois que c'est validé, tout le monde, quelle qu'en soit la personne, sait que voici les différentes étapes qu'on a suivies pour pouvoir le plastique, pour faire donc
dynamitage. Donc, naturellement, une fois que tout est fait, naturellement, on va curer. Une fois que tout est fait, on va mettre les différents explosifs là dedans. Et une fois que c'est fait, naturellement, on met en place une certaine procédure. Donc, elle est faite, la zone elle est dégagée, les équipements aussi sont dégagés, comme on avait vu précédemment. Si on a une procédure encore pour pouvoir enclencher la détonation, on a fait, et puis naturellement, quand c'est fait, c'est bon. Donc, le véhicule motorisé ne doit pas être conduit, stationné, mobilisé à moins de 20 mètres des trous de mine, parce que si le détonateur donc, il est à l'intérieur, naturellement, ça pourra faciliter même la mise en place même de l'explosion. Donc, tous les trous de mine chargés sur sur un même front plutôt, doivent être mis à feu en un seul volet. Donc, avec ce qu'on a vu déjà, on va mettre en place ce qu'on appelle aussi une procédure pour les rater. C'est-à-dire, on va les raccorder ensemble, mais on va voir que pendant le dynamitage, il y a des trous qui ne vont pas sauter. Donc, pour ces trous-là, on va mettre en place une certaine procédure pour pouvoir accompagner même ces ratés-là. Donc, les tirs aux explosions, c'est donc de se produire donc, tous les jours. Tout dépend donc du site. Ici, il faut savoir que les contenus des cours qu'on propose, c'est de façon générale. Maintenant, c'est à chacun déjà de l'adapter à son environnement. Pour d'autres environnements, tous les jours, on peut avoir un dynamitage. D'autres environnements, c'est chaque 2 semaines. Tout dépend de ce qu'ils veulent, voilà, de l'objectif donc qui est recherché. Et toujours est-il en fonction de votre zone. Si vous êtes, par exemple, une carrière, ce n'est pas comme une mine. Vous allez voir en fonction de la carrière, il faut avertir l'autorité locale qui est là. Parce que ce sont l'autorité est le unique garant de la sécurité de sa population. Donc, s'ils ne sont pas avertis, ils entendent explosion là-bas, on peut peut-être, avec ce que le Burkina vit, ça peut être autre chose. Donc, il faut les avertir, il faut les soumettre votre plan d'opération, même de dynamitage, pour que à quelle heure et à quelle fréquence ça va se faire. Une fois que vous avez les autorisations, vous pouvez travailler. Par contre, dans les mines, toutes ces procédures-là sont déjà faites. Et qu'est-ce qu'on fait avec déjà soit pour d'autres mines, le RSE, donc la relation communautaire pour d'autres, on essaie de faire ce rapprochement-là déjà avec la communauté villageoise pour les préparer, les avertir pour dire à telle période, vous allez entendre ça et ça rentre déjà dans notre procédure de travail. Donc, ça sera aussi de dégager, parce qu'on a vu après, avec le dynamitage, il y a les zones de choc. Les zones de choc ont une certaine distance. Donc, raison pour laquelle, quand un site vient s'implanter, il y a ce qu'on appelle aussi le déplacement même des personnes. Donc, les PAPS. Donc, on va faire le plan même de réinstallation des personnes. On va discuter que même si ces personnes aussi soient protégées, parce qu'il y a des risques qui sont visibles, il y a des risques donc, qui ne sont pas visibles. Donc, pour ceux-là qui sont peut-être très proches, on va mettre en place encore une certaine procédure. Sinon, après, ils viendront se plaindre. Pour beaucoup de mines, ça arrive. Les gens viennent se plaindre qu'à cause de vous, nos maisons sont en train de tomber, même si dans d'autres cas, c'est faux. Et tant qu'il n'y a pas ce rapport-là qui est mis en place, c'est compliqué. Donc, toutes les mises en feu seront faites à la lumière du jour. Toute déviation de cette directive doit avoir l'approbation même des autorités. Donc, et aussi même le directeur de la mine ou le directeur de la structure. Donc, s'il s'agit d'encore de carrière. Environ 3 heures avant la mise en feu, le superviseur tient une réunion avec les producteurs. Pour la communication. M. Mamadi avait relevé un point très important, la communication. Et par quel moyen de communication? Dans d'autres environnements, ça peut être des radios qui sont vraiment beaucoup plus porteurs à quelques kilomètres même près. Mais une fois que c'est mis à la disposition, naturellement, on peut communiquer. Par contre, avant, quand vous allez voir avant, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Donc, il fallait faire des signes. Par contre, l'interprétation aussi d'un signe peut se percevoir. Donc, on peut s'apprécier en fonction des différentes personnes. Donc, il faut s'entendre tout ça. Donc, tous les employés sous-traitants, ils doivent suivre les directives du coordonnateur santé et sécurité ou encore du HSE. Tant que ce n'est pas mis, c'est vous qui avez la responsabilité du bien matériel de l'environnement et aussi même du personnel. Donc, c'est à vous, par l'esprit d'immédiateté que doit avoir le HSE. Lorsqu'on a une non-conformité, il doit automatiquement arrêter, corriger avant de continuer. Et pour d'autres cas, des mesures préventives. Donc, une fois assuré que la zone de dynamitage est évacuée, doit fermer l'accès au périmètre de tir. Ensuite, après sécurisation de l'intérieur de la force, on demande au même coordonnateur de sécuriser l'accès. Parce qu'on peut avoir de tout. On va mettre en place une procédure, on va faire évacuer tout le monde. Et si quelqu'un veut se suicider, vous ne pouvez pas l'empêcher.
Pendant qu'on veut déjà entamer même la mise à feu, il vient rentrer même dans la zone même d'explosion. Donc, une fois qu'il y a un périmètre qui est vraiment dégagé, même avec ça, vous mettez encore un certain blocus et vous mettez une procédure à tel niveau. Voici, on peut refaire marche arrière. Sinon, il faut déjà donc continuer. Pour le sauvetage, donc, nous demandons le silence radio, mais ça, c'est des choses qui ne sont pas formelles, tout dépend. Souvent, si c'est en Corée, il faut parler, il faut parler. C'est pas obligé donc de parler en français. Le plus important, c'est d'utiliser une langue qui est beaucoup plus comprise de tous. Donc, une fois que toutes les étapes sont réussies, le superviseur donc communique avec le producteur et annonce la radio sauvetage dans 5, 4, 3, 2, 1. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. C'est ça, donc, c'est important. Donc, en cas de mise à feu, jusqu'à 2 autres tentatives peuvent être faites pour tout simplement déjà faciliter, pour éviter donc qu'il y ait donc des ratés. Et si ça réussit, on atteint l'objectif et on continue. Si ça n'a pas réussi, on enclenche maintenant la procédure maintenant de traitement donc des ratés. On avait dit, quand on parle donc de ratés, c'est les trous donc qui n'ont pas pu s'exploser. On ne va pas laisser même ces explosifs là à l'intérieur parce qu'après, quelqu'un même peut avoir accès aussi et il peut être exposé. Donc, il faut toujours travailler déjà pour pouvoir exposer même ces ratés-là, de sorte à pouvoir même déjà euh, diminuer même la survenue de ces risques-là, au moins c'est un risque zéro, même si le risque zéro n'existe pas. Donc, la vérification de sauvetage consiste à s'assurer que tous les trous fourrés ont explosé et toutes les connexions effectivement, donc il n'y a pas de raté. S'il n'y a pas de raté, donc Dieu merci, donc on avance avec ça. Dans le cas contraire, on met en place donc la procédure donc, de traitement donc, des ratés. Donc, voici un peu les différents éléments qu'on devrait partager donc, sur le ou portant donc sur le dynamitage. Donc, le bout de feu, donc, lui, sera en dépôt pour récupérer les documents. Une fois que tout est mis, il se met en protection et une fois que c'est fait, c'est enclenché. Donc, les ratés, après, dans la même procédure, naturellement, ça sera de pouvoir les renforcer pour pouvoir les exploser. Donc, on va les réamorcer sur une certaine procédure, étape par étape. Si on a traité les ratés, une fois que l'objectif a atteint, la zone dangereuse donc, est déjà dégagée, on arrive à travailler en toute sécurité. Donc, le plus important déjà, sera d'éviter les risques auxquels nous sommes exposés. Donc, le risque d'explosion accidentelle, le risque d'incendie, manipulation des produits chimiques. Donc, plus particulièrement au niveau des produits chimiques, il y a ce programme-là qui accompagne. Quand on parle d'un produit chimique, c'est tout produit qui, dans sa manipulation, déjà peut exposer l'homme. Donc, naturellement, ce qui fait la spécificité d'un produit, c'est la fiche de données de sécurité et l'étiquette qui est apposée donc, sur le produit chimique. Quand vous prenez n'importe quel produit chimique, vous allez voir une étiquette qui montre que, attention, ce produit est dangereux. Voici le conseil de présidence, les mentions d'avertissement qu'il faut donc avoir. Et si même ça s'est avéré, qu'est-ce qu'il faut faire? Par contre, la fiche de données de sécurité, c'est l'ensemble des éléments avec les 16 rubriques qui vont vous permettre en tant qu'HSE de pouvoir stocker ces produits-là, de pouvoir mettre en place des éléments pratiques de prévention et de correction, pour pouvoir contrôler même la manipulation des produits chimiques. Donc, les risques liés même au sourds, risque de projection donc, du matériel, vibration. Donc, c'est à vous maintenant d'imposer à ce que tous les ports donc, des EPI donc, soient obligatoires donc, dans l'exécution de cette activité-là. Donc, on va terminer maintenant avec la vidéo. J'espère que ceux qui sont en ligne voient la vidéo. Donc, pour que ce matin-là ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tout le monde voit? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous nous recevez? Moi, je vois. Oui. OK, donc pour que ce matin-là, précédemment ce qu'on venait de considérer, voici en gros un résumé qui va nous permettre donc de mieux comprendre, de mieux apprécier notre dynamitage.
Voilà, donc c'était un petit résumé. Voilà, pour tout ce qui concerne le blasting. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui sont en ligne, Madame Jigma, Monsieur Mahamadi, HP, Monsieur Kouassi, si je ne me trompe pas, et Monsieur Kassoum Koulibaly. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'ai pas de questions pour ma part. D'accord, merci Madame Jigma. Pour les autres? Oui, pour moi, Au niveau, c'est bon. Hein? c'est bon. Monsieur Kassoum, sinon? Donc, c'est essentiellement ça, il est 22h55. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, sinon ce n'est pas évident. Donc, l'objectif, c'est de ne pas d'être, c'est de ne pas sortir de cette formation-là, être des dynamiteurs ou encore des foraisons. D'accompagner aujourd'hui toute entreprise qui se lance dans une activité de formation, parce qu'au moins on a connaissance des différentes procédures, des différents éléments qui vont alimenter notre plan de prévention afin d'accompagner la réalisation de ces activités dans toute sécurité. Donc, vous avez déjà, ou encore vous aurez une attestation dans ce domaine. Donc, naturellement, c'est de faire valoir déjà ces compétences-là. Si c'est une entreprise de forage, vous avez aujourd'hui tous les rudiments de façon sécuritaire pour pouvoir opérer. Si c'est pour le dynamitage, naturellement, d'autres valeurs aussi vont s'ajouter. Et quand même, tant que l'objectif reste de protéger l'homme, le bien et l'environnement, on arrive déjà à être un HSE plein qui peut évoluer dans n'importe quel domaine d'activité parce qu'il va toujours utiliser ce qu'il a appris pour donc l'adapter à son domaine. Donc, comme information générale, quand on suit le programme, il nous reste un seul module. Tout ce qui est de la typologie et de la gestion des déchets. Normalement, on doit avoir jeudi. C'est ce qui va boucler déjà notre programme de formation qui a débuté depuis le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? Une sortie de promotion est prévue. Sauf que, pour apporter plus de contenu pour la sortie de promotion, on vous fait en même temps avec l'entrée de ceux qui vont commencer en novembre, les superviseurs. Donc, probablement, la sortie pourra avoir lieu de façon en présentiel surtout, peut-être dans 2 semaines, voire même dans 1 semaine. Ça peut apporter beaucoup plus de contenu. Sinon, après ça, ensemble, on pourra voir est-ce que s'il y a le besoin de programmer une séance pour traiter les exercices, vous aurez le temps de préparer toutes vos questions de généralité. On pourra aussi venir pour voir l'après-formation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour l'accompagnement. Donc, le prochain rendez-vous, c'est jeudi. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, merci pour votre présence, pour votre assiduité. Donc, je vais vous souhaiter en tout cas une très, très bonne soirée s'il n'y a pas de questions. Et très bonne fin de semaine dans la sécurité surtout. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, à mon nouveau petit badé. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon D'accord. au niveau prix. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. Donc, rendez-vous jeudi. Donc, tous les supports seront transmis dans le groupe, comme habituellement, avec le lien de l'enregistrement même de la vidéo. Donc, sur ce, très, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup et surtout Merci. bonne soirée à vous et bon week-end. Merci, merci. Bonne soirée à vous aussi.